Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce live dans lequel on va discuter ensemble pour savoir comment intégrer les intelligences de la nature dans vos accompagnements. Alors le live d'aujourd'hui, il s'adresse tout particulièrement aux thérapeutes, aux guérisseuses, aux prêtresses, aux déesses, aux magiciennes, aux sorcières. Et l'intention, ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est tout particulièrement pour celles qui se sentent appelées pour œuvrer avec le règne végétal ou qui le font déjà, notamment à travers les élixirs floraux, mais ça peut prendre plein d'autres formes. Donc si toi tu te sens appelé ou que tu travailles déjà avec le règne végétal, minéral, animal, dans ce live je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir donner encore plus de profondeur à tes accompagnements en te connectant de façon plus profonde au vivant et en te connectant à la nature subtile. En fait, c'est une forme de connexion à un savoir universel, ancestral, qui prend parfois le nom de générique de chamanisme, mais en tout cas, c'est la connexion à quelque chose qui est là depuis la nuit de l'humanité, on va dire, depuis le début de l'humanité, ce savoir-là, ce lien-là fort qui voit la nature au-delà de la matière, on va dire. Et c'est une approche que je suis en train de déployer et j'ai senti l'élan de te le partager. Donc là, j'ai commencé aujourd'hui avec un appel des 4 éléments. C'est un chant quechua pour appeler le feu en premier, puis l'eau, la terre, la Pachamama, et l'air. Et c'est une façon pour moi de battre ce son et de chanter au tambour. C'est une façon pour moi de me relier à ces éléments-là, de les convier aujourd'hui à notre session en direct que j'ai vraiment envie d'animer en partenariat avec les intelligences de la nature. Alors c'est quoi les intelligences de la nature? C'est très vaste comme appellation et peut-être que dans le chat tu peux me dire qu'est-ce que c'est pour toi les intelligences de la nature et j'aurai grand plaisir à te lire. Je vois que vous arrivez. Coucou Claire, coucou Christine, coucou Sibylle. Donc dites-moi qu'est-ce que c'est pour vous les intelligences de la nature. Pour moi, les esprits de la nature, ce sont des, comment dire, des formes invisibles, on va dire des formes énergétiques, subtiles, qui vivent dans ce qu'on appelle le monde du milieu. En chamanisme, il y a le monde d'en bas, le monde d'en haut et le monde du milieu. Dans le monde d'en bas, c'est là où on va plonger pour se mettre en lien par exemple avec nos animaux de pouvoir et pour qu'ils fassent des soins. Le monde d'en haut, ça va plutôt être la connexion au maître spirituel. Et le monde du milieu, c'est le monde dans lequel on évolue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux formes de réalité dans ce monde du milieu. Il y a la réalité ordinaire, qui est notre réalité de tous les jours, et il y a la réalité non ordinaire, qui est une forme de vie beaucoup plus subtile et qui est cachée derrière, on va dire, derrière un voile qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Elle est là, elle est autour de nous, mais on ne la voit pas forcément. Donc c'est ça pour moi, les intelligences de la nature, elles sont sur ce plan-là. Il y a aussi les éléments, je t'ai parlé de l'air, de la terre, de l'eau et du feu. Et il y a les devas. Les devas, pour moi, c'est les esprits architectes des plantes, des fleurs, mais aussi des animaux. Et c'est un peu, on va dire, la conscience d'une plante. On va dire ça comme ça. Et on a aussi dans le grand champ des esprits de la nature, nous avons aussi les élémentaux. Les élémentaux qu'on appelle aussi le petit peuple de la nature, avec les fées, les elfes, les gnomes, les animaux fantastiques, licornes, dragons, phénix et compagnie. Et
les sylphes qui vivent dans les arbres, les vouivres qui vivent dans les ruisseaux, les sirènes qui vivent dans la mer, spéciale dédicace à ma copine Aurore, qui en est une, qui est croisée sirène. Voilà, donc tout ça, pour moi, tout ça, ce sont les élémentaux. Alors pourquoi est-ce que je te parle de ça aujourd'hui? Pour que tu comprennes depuis quel endroit je te parle, c'est important pour moi de te raconter d'où je viens. Moi, je suis formée à la psychanalyse. La psychanalyse s'est trouvée sur ma route alors que j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années et j'étais en très mauvais état psychique. Voilà, je vivais vraiment des sentiments d'abandon, de rejet, c'était très compliqué pour moi. Et à un moment donné, je me suis dit, on peut pas continuer, je ne peux pas continuer comme ça, il faut que j'aille demander de l'aide. Et à l'époque, l'aide qui m'est apparue la plus pertinente, c'était la psychanalyse. Et ça m'a tellement aidée, ça m'a ouvert des espaces intérieurs qui m'ont tellement passionnée, intéressée, j'ai trouvé tellement de richesse dans ces voyages-là que j'ai eu à mon tour envie de devenir psychanalyste. Ça m'a pris du temps, déjà parce que j'étais jeune et qu'il fallait que j'engrange un peu d'expérience dans la vie, et puis parce que c'est un parcours qui est long. Ensuite, j'ai travaillé pendant 8 ans en tant que psychanalyste. J'avais mon cabinet dans la région toulousaine. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à être en lien, dans une qualité de lien profond avec les autres, avec ceux qui venaient me demander de l'aide, à aller visiter des espaces cachés, des espaces oubliés, à récupérer des souvenirs, à aider l'autre à récupérer des parts de lui-même. C'est vraiment un métier qui m'a passionnée et énormément nourrie. Sauf qu'à un moment donné, j'ai senti que je me cognais aux limites de cet art-là. Et les limites, c'était que c'était quelque chose d'extrêmement cartésien, en fait. Voilà, il était question de moi, de surmoi, d'inconscient, de conscient. Voilà, c'était très balisé, c'était un parcours très balisé et dans lequel il n'y avait pas vraiment de place pour le monde de l'invisible, pour les mondes subtils, pour tous ceux qui commençaient à s'inviter dans ma vie, toutes les perceptions qui commençaient à s'ouvrir. Je me suis bien rendu compte que dans ce cadre-là, je ne pourrais pas les exprimer. Par exemple, en séance, j'avais de plus en plus d'intuition, j'avais de plus en plus d'informations qui me venaient sans que l'autre ait eu besoin de les formuler. Donc au début, je les mettais un petit peu sous le tapis, puis après, je me suis dit, ça a quand même certainement de la valeur, tout ça, et j'ai voulu laisser plus de place à ces informations-là qui arrivaient de mon corps, qui arrivaient de je ne sais où, mais en tout cas qui étaient là et qui étaient souvent injustes. Et au bout de quelques années, je me suis également intéressée aux fleurs de Bach, d'abord pour moi, parce qu'il y avait des espaces de tension émotionnelle qui n'avaient pas pu être résolus par ma propre psychanalyse. Je me sentais encore parfois en proie à des crises d'angoisse très violentes et c'est pas en comprenant pourquoi ni en comprenant d'où ça venait de façon précise comme la psychanalyse permet de le faire que ça réglait le problème. L'effet émotionnel dans mon corps, dans ma vie était toujours là. Donc c'est pour des raisons comme ça que j'ai cherché d'autres choses, des approches plus corporelles et j'ai découvert des outils merveilleux, notamment la cohérence cardiaque, les thérapies psychocorporelles. Et la méthode qui a été qui m'a la plus aidée, c'était les fleurs de Bach en fait. Les élixirs floraux, j'ai vraiment senti que ça m'a mené ailleurs, ça m'a mené à faire descendre dans mes cellules les informations que j'avais comprises de façon uniquement intellectuelle. Donc c'était merveilleux et bien sûr comme ça m'avait tellement aidé, j'ai eu envie de les proposer à mes consultants et c'est comme ça que je me suis formée, que j'ai commencé à les conseiller dans le cadre des accompagnements en psychanalyse et assez rapidement j'ai constaté que c'était des immenses accélérateurs de thérapie. Vraiment c'était des accélérateurs de transformation et je voyais bien qu'on quittait la sphère mentale pour être dans quelque chose de beaucoup plus incarné. Et ça m'a tellement plu que je me suis dit, enfin, j'ai senti que le temps de la psychanalyse était terminé pour moi et que j'avais à œuvrer, que j'avais envie d'œuvrer, je me sentais appelée pour œuvrer à un autre endroit. Et en particulier pour enseigner et transmettre, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon ADN. J'aime enseigner et j'aime rendre les autres autonomes. Et c'est comme ça que Médite en Fleurs est née, l'école en ligne des fleurs de Bach. C'est comme ça que c'est né.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là parce que dans cette découverte-là, je me suis aperçue que les élixirs floraux m'avaient été transmis d'une façon euh, qui laissait assez peu de place à l'intuition et à la créativité. Et donc, je ne savais pas plus quoi faire avec ces informations des plans subtils que je captais. Et au début, pour moi, les fleurs de bac, c'était des flacons avec des étiquettes dessus qui aidaient à traverser les émotions. Puis à un moment donné, j'ai quand même fini par faire le lien quand je les voyais dans la nature. Je me disais, mais en fait, c'est des fleurs, c'est des vraies fleurs qui ont un corps physique, qui ont une énergie, qui ont une aura, qui ont des messages. Et en fait, c'est pas tellement les fioles qui sont intéressantes, c'est les fleurs en elles-mêmes. Et j'ai eu envie d'aller les rencontrer directement, rencontrer les fleurs, rencontrer les arbres. Et ça, c'est un processus dans lequel je suis engagée depuis plusieurs années et qui est en train de s'accélérer puisque je suis en train de me former au chamanisme. Justement, et là je reviens d'un stage dans lequel on m'a transmis des chemins pour me connecter aux esprits de la nature, à l'esprit de l'air, de la terre, de l'eau, du feu, aller rencontrer l'esprit d'une fleur, discuter avec elle dans une réalité non ordinaire et me laisser traverser par ces messages. Donc ça m'a semblé, voilà en gros quelle est mon évolution. Et c'est depuis cet endroit-là que je te parle, depuis celle qui était très cartésienne, qui avait vraiment besoin de choses très tangibles. Je suis scientifique en plus de formation, avant d'être psychanalyste, j'avais fait des études en physique appliquée. Donc c'est de là que je viens. Et petit à petit, il y a eu ce chemin d'ouverture, et d'ouverture et d'accès très progressif. J'ai l'impression que ça s'est ouvert très lentement au monde subtil. Ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est que ma façon d'avancer dans le monde, c'est de proposer des méditations guidées, beaucoup, des balades florales guidées. Et à ces occasions-là, je mets vraiment le mental de côté, enfin il est éjecté, et je me laisse traverser par des messages, et plus ça va, et plus il y a le petit peuple de la nature qui se présente sous forme de lutins, de dévas, de fées, et je me sens embarquée dans une autre forme de réalité. Et dans ces moments-là, je sens vraiment qu'il y a un accès, une porte qui s'ouvre pour moi, pour contacter ce monde-là, que je ne vois pas quand j'ai les yeux grands ouverts, mais que je peux voir quand je me relie profondément à la nature, à la forêt, aux fleurs. À ce moment-là, c'est comme s'il y avait les portes d'un royaume qui s'ouvraient à moi. Et j'aime beaucoup amener les autres avec moi dans ce monde-là qui est très souvent riche d'enseignements et de sagesse et de messages. Alors peut-être qu'à ce stade, tu te dis, ok, comment est-ce qu'on fait pour se connecter avec les intelligences de la nature, et éventuellement, ça c'est un premier niveau, comment on fait pour les inviter dans nos soins quand on est thérapeute. Je vais te parler de mon expérience, parce que tout ça pour moi c'est vraiment en train de prendre forme, et je vais te parler de mon expérience, et puis tu vas voir si ça résonne en toi et si c'est des chemins que tu as envie d'emprunter. Moi pour l'instant j'ai vraiment exploré deux chemins qui m'ont permis d'accéder à ces plans subtils. La première option, c'est vraiment des immersions dans la nature sous forme de retraite. Et j'ai notamment vécu au printemps un épisode absolument magnifique. Je l'ai partagé sous forme de podcast, peut-être que tu as eu l'occasion d'en écouter certains. Donc je suis partie de chez moi, j'habite dans les contreforts des Pyrénées, et en face de moi, là par la fenêtre, quand je regarde, il y a une montagne un peu plus haute, et je suis partie faire une longue marche d'une journée pour aller de l'autre côté de la montagne où m'attendait un lieu de retraite. Un lieu de retraite où il n'y a ni eau courante, ni électricité. Et mon intention, c'était vraiment un désir de déconnexion de la technologie en particulier. Donc je suis partie sans portable, sans réveil. J'ai juste pris mon dictaphone pour enregistrer mes aventures le long de la route, pour faire un carnet de voyage sonore.
Et voilà, j'ai fait ce périple-là en me disant, voyons où ça me mène. Et je sens que dans ces 5 jours-là que j'ai vécu, donc la journée de marche et les 4 jours sur place, c'est vraiment le moment de ma vie où j'ai connecté de façon la plus profonde euh, ben, à cette nature subtile. Je me suis sentie en particulier extrêmement reliée à l'esprit du feu parce que dans la cabane où j'étais, il n'y avait pas d'électricité mais il y avait un poêle à bois et il valait mieux d'ailleurs parce qu'en montagne il faisait froid même au mois de mai et donc je devais faire le feu mais le feu c'est un élément qui est un peu intimidant pour moi et, et en fait j'ai jamais trop mis les mains dans le feu à la maison. On a une cheminée, c'est souvent mon compagnon qui fait le feu. Voilà, je sentais que l'esprit du feu me faisait peur. Il y avait quelque chose d'intense, de puissant. J'avais peur de la puissance destructrice du feu. Et voilà, j'étais coupée, je pense, de l'esprit du feu. Ce qui est dommage, parce que l'esprit du feu, il amène énormément. Et donc, durant cette retraite, ben, j'ai pas eu d'autre choix que de réussir à faire le feu. Quelquefois, il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois. Ça a duré longtemps, jusqu'à ce que je trouve le chemin, la bonne méthode. Et, euh, et là, il y a vraiment une alliance, une réconciliation qui s'est faite avec l'élément feu, avec l'esprit du feu. Et j'ai vraiment pu sentir ses qualités et non plus ce qui me faisait peur, c'est-à-dire sa capacité à réchauffer, sa magie aussi, puisque avoir un feu là à côté de moi dans ce temps si privilégié, ça m'a inspiré beaucoup de rituels. Euh, voilà, c'était une façon de me reconnecter à ça. J'ai vécu à peu près une expérience au moins aussi intense avec l'eau dans ce séjour. Je suis partie faire une excursion à la rencontre d'une cascade et je me suis beaucoup perdue. Je me suis beaucoup perdue, ça aussi je pense que c'est un bon secret pour connecter les intelligences de la nature, c'est de se perdre dans la nature. Je me suis souvent perdue et j'ai souvent demandé de l'aide aux esprits de la nature pour retrouver ma route. Et c'était le cas un jour où je suis partie faire une petite balade qui était censée durer 45 minutes pour aller trouver une cascade. Et en fait, j'ai marché 4 heures, je la trouvais pas, j'étais perdue, j'étais pas au bon endroit. Et je demandais de l'aide. Il y avait personne évidemment, hein. Autour de moi, c'était une forêt sans personne. Voilà, au loin, peut-être éventuellement, j'entendais une tronçonneuse d'un bûcheron, mais c'était très 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 loin. Et j'ai demandé de l'aide aux esprits de la nature et c'est l'eau qui m'a répondu et qui m'a dit suis mon fil. Et donc j'ai trouvé un petit cours d'eau que j'ai remonté. Et en remontant le cours d'eau, en suivant le fil de l'eau, j'ai retrouvé mon chemin. Voilà. Donc ça pour moi, c'est vraiment un chemin qui a très très bien marché pour moi, de me retirer du monde en dehors de toute technologie. Ce que je t'ai pas dit, c'est que j'avais pas pris non plus de nourriture. Bon, ça c'était pas l'idée du siècle parce que j'avais tellement marché que j'étais vraiment épuisée et je pensais sur place manger uniquement des orties, me faire des petits bouillons d'orties. C'est des choses que j'ai déjà fait et je sais que c'est possible pour moi de jeûner ou d'être dans un régime alimentaire très très sobre. Sauf que là, j'étais tellement fatiguée par cette longue marche que c'était pas du tout le bon moment de jeûner. Donc j'ai trouvé d'autres solutions. Je suis allée voir les voisins qui m'ont gentiment donné de quoi manger. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui m'aide énormément. Et je pense que c'est un chemin intéressant quand on se sent l'élan de jeûner, quelle que soit la forme. Hein. Ça crée vraiment des conditions privilégiées de connexion avec la nature et avec le petit peuple. La deuxième option que je voulais te partager pour œuvrer avec les intelligences de la nature et pour se connecter à elles, au moins pour les percevoir, c'est justement de rentrer dans la réalité non ordinaire. La réalité non ordinaire, c'est ce qu'on m'enseigne dans mes stages de chamanisme, c'est une forme d'état de conscience modifié. Alors il y a plein de chemins pour ça. Moi, mon chemin favori pour ça, c'est d'y aller au son du tambour chamanique. Ça me met assez rapidement dans une espèce de transe et je sens que ça m'amène ailleurs tout en restant très présente. Hein.
mais je sens que ça m'ouvre des portes. Donc ça peut être ça, d'ailleurs en chamanisme c'est souvent ça. Après ça peut être aussi des substances. Moi c'est pas trop mon truc. Ce qui est substances hallucinogènes, voilà, moi c'est pas un chemin privilégié pour moi. Mais on peut aussi imaginer des chants ou de la respiration. Enfin, il y a plein de chemins pour entrer dans une forme de réalité non ordinaire, d'état de conscience modifié. Et depuis cet endroit-là, soit le faire dans la nature, soit visualiser la nature. C'est ce que je propose dans les méditations guidées de Médite en Fleurs, pour accéder, pour ouvrir les portes de cette réalité non ordinaire et de commencer à percevoir les intelligences de la nature et à discuter, à entrer en lien, à se mettre en position de réceptacle des messages de la nature. Donc pour résumer, je dirais que pour créer du contact, l'idée c'est de s'immerger dans la nature la plus sauvage possible. C'est vraiment ce que je conseille aux élèves de la formation Pro Médite en Fleurs que j'accompagne, justement pour œuvrer avec les intelligences de la nature, trouver l'endroit le plus sauvage proche de chez nous. Alors c'est souvent la forêt, mais par exemple Aurore qui vit en Nouvelle-Calédonie, ça va être la mangrove. Ça peut être voilà, ça peut être un écosystème le plus préservé possible. Deuxième étape, observer. Observer ce qui se passe, mais pas, comment dire, avec ses lunettes de la réalité non ordinaire, c'est-à-dire en étant préparé. Pas comme on se balade pour cueillir des champignons, encore que. On peut aussi cueillir des champignons en réalité non ordinaire, mais vraiment avec... moi, ce qui m'aide beaucoup quand j'observe comme ça et que je suis en forêt et que j'ai envie de percevoir des choses, c'est de flouter mon regard. De flouter mon regard volontairement. Pour ceux qui ont des lunettes, ça peut être simplement d'enlever les lunettes. Mais flouter le regard et là, il y a des choses qui se passent. Je perçois d'autres choses. Quelque chose qui peut énormément aider aussi, c'est ne rien attendre. C'est-à-dire juste avancer dans la nature avec une intention d'amour et sans forcément attendre de voir un elfe ou une fée ou un déva. Ne rien attendre et simplement être là en amour avec juste un désir profond de communier avec la forêt. Ensuite, moi ce que je fais beaucoup, c'est d'avoir un petit carnet avec moi et de noter ce que je vois, ce que je sens. De tester plein d'expériences aussi. Qu'est-ce que ça fait de s'allonger au milieu de la forêt, qu'est-ce que ça fait d'embrasser un arbre, qu'est-ce que ça fait de danser, qu'est-ce que ça fait de marcher pieds nus dans la forêt. Expérimenter plein de choses et un peu comme un enfant qui joue. Parce que les esprits de la nature, ce que j'ai pu percevoir et ce que j'entends beaucoup autour de moi de la part de ceux qui les contactent, c'est qu'il y a beaucoup de légèreté et de jeu. Et j'ai vraiment l'impression que quand je suis dans cet état d'esprit, de jeu, de légèreté, que je vais dans la forêt un peu avec mon cœur d'enfant, il se passe beaucoup plus de choses que si j'y vais avec une intention de... Ouais, que quand c'est sérieux, et que je me dis bon ben aujourd'hui je vais noter ce que me disent les fées, ça se passe moins bien. En fait c'est beaucoup plus fluide quand on y va sans attente et dans une énergie enfantine, joyeuse, joueuse, légère. Voilà en gros comment des pistes pour commencer à se connecter aux intelligences de la nature. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis pas sûre de voir les messages en fait. Ouais, je suis pas sûre de voir les messages. Bon. Ah si. Je vois quelques messages. Donc, dites-moi si vous avez déjà des questions par rapport à tout ça. Et puis ensuite je vous donnerai quelques exemples de comment on peut œuvrer avec les intelligences de la nature quand on est thérapeute. Alors je regarde. Ah voilà Sandra, coucou Sandra. Voilà, je vous laisse le temps de réfléchir à vos questions et n'hésitez pas à me les poser, comme ça je pourrai vous répondre plus facilement.
là, depuis quelque temps, j'aide les thérapeutes, les guérisseuses à œuvrer avec l'âme des fleurs dans le cadre de la formation Pro Médite en fleurs. Et dans cette formation, quand je l'ai créée, ça faisait longtemps que j'avais envie de transmettre la connaissance des fleurs de Bach, mais je sentais que ça pouvait pas être juste ça, que j'avais envie que ce soit quelque chose de plus complet, de plus global. Et finalement, il y a 4 piliers à cet enseignement. Bien sûr, la florithérapie, connaître les vibrations de chaque fleur dans la gamme des élixirs de Bach, dans les gammes contemporaines, les fleurs du bush, et pouvoir les conseiller. Ça, c'est un seul pilier, et il y en a 3 autres. Le deuxième, c'est œuvrer avec les intelligences de la nature, parce que au-delà des fleurs et de l'âme des fleurs, il y a tous les esprits de la nature qui peuvent nous aider, et en particulier, surtout quand on travaille avec les élixirs floraux, l'esprit de l'eau, puisque c'est l'eau qui va transmettre la vibration des fleurs. Et voilà, la vibration de l'eau, sa nature, sa mémoire, sa propriété, ses qualités est absolument fondamentale. Et quand on conseille les élixirs floraux, pour moi c'est vraiment extrêmement important de faire alliance avec l'esprit de l'eau, d'avoir une intimité avec elle, de l'honorer, de célébrer l'esprit de l'eau et les élémentaux qui vivent dans les lacs, dans les sources. Voilà, donc moi j'encourage vraiment les thérapeutes qui veulent œuvrer avec l'âme des fleurs aussi à se tourner vers l'eau, à aller rencontrer des sources avec des cascades, enfin vraiment des eaux vibrantes, des eaux de qualité, à retrouver les anciennes sources de guérison, puisqu'il y en a partout dans nos campagnes, des sources qui ont des propriétés. Des propriétés qui se transmettent de génération en génération. À côté de chez moi, il y a une source qui est connue parce qu'elle soulage les problèmes de vue, par exemple. Une autre, ça va être les problèmes de peau. Et ça, quand on discute avec les anciens, en fait, on accède à ces informations-là. Donc pour moi, ça fait partie de ça. Ça fait, œuvrer avec les intelligences de la nature, c'est aller récupérer ce savoir-là qui est parfois perdu ou presque perdu, mais qui n'est pas si loin et dont on peut encore tirer le fil en ayant les bonnes sources, en interrogeant les bonnes personnes, celles qui ont encore ce savoir-là. Voilà, donc tu vois, c'est très 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 vaste. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Premier, florithérapie. Deuxième, intelligence de la nature. Le troisième, c'est la relation d'aide. Comment installer un espace thérapeutique, comment faire une alliance, proposer une alliance thérapeutique à ceux qui viennent nous demander de l'aide. En fait, ça s'improvise pas. Un des principaux risques qu'on peut rencontrer quand on est thérapeute ou guérisseuse, c'est de tomber dans le piège du sauveur, c'est-à-dire de vouloir prendre l'autre et l'extraire de ses difficultés. Sauf qu'en faisant ça, on ne l'a pas fait grandir. Donc comment se positionner pour ne pas jouer le rôle du sauveur, mais plutôt celui du guide, de l'enseignant, celui qui va montrer à l'autre et lui enseigner les ressources qu'il a à l'intérieur pour qu'il puisse avancer seul et devenir son propre thérapeute. Donc ça, c'est une partie extrêmement importante. Je me base aussi beaucoup sur mon expérience de psychanalyste et de la posture thérapeutique, du cadre à proposer, comment créer un cadre sécurisant pour que l'évolution thérapeutique se fasse dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est aussi un pilier qui me semble extrêmement important. Et le dernier pilier, c'est le lien à l'abondance, parce que je vois qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui ont ça presque de naissance. Enfin, c'est leur mission, c'est une évidence pour elles. Elles sont portées à aider, que ce soit avec l'âme des fleurs ou par d'autres biais. Et je vois souvent des femmes, c'est beaucoup des femmes qui se perdent là-dedans et qui vont pas valoriser ce qu'elles donnent, ce qu'elles offrent au monde, et soit pas se faire payer et faire tout gratuit, soit fixer des tarifs tellement bas que ça ne leur permet pas d'en vivre. Donc dans cette formation pro, il y a vraiment un axe fort autour de l'abondance, autour du fait de se donner de la valeur, de donner de la valeur à nos accompagnements, autour du fait de se sentir légitime. Et c'est vraiment les bases d'une activité pérenne qui permet de nourrir certes notre être subtil, mais aussi notre être physique.
Donc ça, c'est vraiment les quatre piliers de la formation. Je vois des noms que je connais. Voilà. Je voulais aussi te donner quelques exemples d'élèves, de thérapeutes, de guérisseuses qui ont suivi la formation pro, puisque maintenant, eh bien, elles sont près d'une cinquantaine, soit à être en cours, soit à avoir terminé. J'en vois quelques-unes qui sont là. Et il y en a beaucoup qui ont choisi d'œuvrer justement, non seulement avec les fleurs, mais de façon beaucoup plus vaste et de façon beaucoup plus créative avec les intelligences de la nature. Je peux te citer par exemple Flavia. Flavia qui est notre reine des abeilles. Flavia, elle vit sur l'île de la Réunion. Et elle est très connectée à l'esprit du lieu où elle vit. Elle vit dans les montagnes. Et le défi pour elle, c'était de trouver comment accompagner tout en étant une espèce de traductrice, de médiatrice des forces de la nature qui l'entourent et qui se manifestent à elle de façon extrêmement intense, notamment des dragons, qui sont très présents sur son lieu, mais aussi les fleurs, les magnifiques fleurs tropicales qui sont chez elle. Je pense à l'ylang-ylang, à l'hibiscus, aux roses. Elle a planté des rosiers. Il y a une vraie tradition de rosiers sur l'île de la Réunion. Et en fait, ce qui s'est présenté à elle, c'est une connexion particulière avec les abeilles. Et ce sont les abeilles qui lui enseignent comment entrer en lien avec les fleurs. Donc tu vois que Flavia, certes, elle œuvre avec les fleurs de Bach, mais c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus vaste que ça. Et qui inclut, qui est ouvert sur les autres formes d'intelligence de la nature, en l'occurrence rose, dragon, abeille, règne végétal, règne animal, dans la réalité ordinaire et la réalité dans l'ordinaire avec ces animaux fantastiques. Donc Flavia, elle propose des soins, elle propose des séances de danse des abeilles, elle propose des retraites dans son lieu pour être bercée par ces éléments. Et ça, c'est une façon d'œuvrer avec l'âme des fleurs et avec les intelligences de la nature. Mais je pourrais aussi te parler d'Aurélie. Aurélie, notre Lily Tarte aux fleurs, de son petit nom d'artiste. Lily Tarte aux fleurs, elle compose des amulettes à partir d'éléments de la nature qu'elle va glaner, des pétales de fleurs, des petites ailes de papillons qu'elle aura trouvées, des mues de serpents, des éléments voilà, de la nature qui vont l'interpeller et elle va se sentir appelée par cet élément-là et elle va collecter tout ça très très patiemment et quand le moment est venu d'aider quelqu'un, elle va composer une amulette sous la forme d'un petit flacon dans lequel elle va glisser tous ces éléments-là dans un processus méditatif très alchimique et elle va créer ces amulettes pour accompagner l'évolution de celles et ceux qui lui demandent de l'aide. Là aussi, c'est une façon d'œuvrer avec les fleurs, mais aussi avec les intelligences de la nature. C'est tout un processus. Et tu vois qui est très différent de celui de Flavia ou de ma façon de faire. Et c'est ça qui devient intéressant quand on est vraiment dans cette connexion avec les esprits de la nature. C'est eux qui vont nous dire, qui vont nous indiquer, qui vont nous guider pour savoir comment on va pouvoir accompagner l'autre, de quelle façon unique. Je pourrais aussi te parler de Charlène. Charlène, magnétiseuse et alchimiste du vivant. Charlène, elle va créer des mandalas floraux. Elle va aussi prendre des fleurs et en faire des impressions sur du tissu, des fleurs ou des feuilles. Elle va en faire des impressions avec une technique japonaise. Donc ça, c'est encore une autre façon d'œuvrer avec l'âme des fleurs et de capter d'une certaine façon, tu vois, leur point commun à toutes les trois, c'est qu'elles vont capter chacune à leur façon les esprits de la nature, leur donner une forme et la proposer aux personnes qu'elles accompagnent. Je pourrais aussi te parler de Vanessa, qui est Creative Spirits, Nesnes TCI sur Instagram,
qui elle fait des bougies vibratoires, parfois avec des dessins de fleurs, d'autres fois avec d'autres illustrations. Elle est très très en lien avec le monde de l'invisible. Vanessa, elle fait de la transcommunication instrumentale, donc elle capte beaucoup les messages de l'invisible, pas uniquement de la nature, c'est encore plus vaste que ça. Et voilà, elle inclut tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle capte de ce monde subtil qui l'entoure dans ses accompagnements. Donc vraiment, là, cet accompagnement que je propose pour les femmes et les thérapeutes, c'est vraiment une invitation déjà à se connecter à elles-mêmes, à leur essence, et puis à se relier aux intelligences de la nature qui les entourent, pour trouver une méthode qui ne ressemble qu'à elle, un chemin qui est fluide pour elle. J'aurais pu aussi te parler d'Agnès, Fleur de Chamane, tu peux la suivre sur Instagram, ou d'Emmanuelle, Emmanescence, qui est révélatrice d'essence. Elles naviguent toutes dans ce monde subtil et toutes avec une façon différente de le faire. J'ai vu passer aussi Christine Bouot, qui est florithérapeute et énergéticienne. Donc voilà, l'idée c'est celle-là, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de faire. Et c'est pas moi qui vais te dire voilà comment on travaille avec les fleurs, point. Et c'est comme ça, c'est pas du tout l'esprit. L'idée c'est de dire voilà, le règne végétal, pour moi, est un règne qui a un niveau de conscience supérieur par rapport au règne animal. J'en suis intimement persuadée. Et il est là, il nous tend les bras, il nous attend presque, j'ai envie de dire. Il nous attend. Et mon intention, c'est à la mesure de ce que je peux, parce que moi aussi je suis en chemin d'ouverture vers ce monde-là, mais c'est d'amener les femmes à le connecter parce qu'il est là, il est prêt à nous enseigner, il est prêt à nous guider et à nous montrer quelle est la meilleure direction pour nous, pour œuvrer depuis notre propre essence, certes, mais aussi en co-création, en bonne intelligence avec toutes ces intelligences bienveillantes de la nature qui, de ce que je capte, ont une volonté forte de guérison adressée à travers à l'attention du vivant. Voilà, du vivant sous toutes ses formes. Voilà, voilà ce que je voulais te dire à propos de comment est-ce que tu peux inclure les intelligences de la nature si tu es thérapeute, guérisseuse ou que tu aspires à le devenir. Il y a plein d'autres façons de faire. Je pourrais encore te citer Amandine Rioux, qui est une photographe absolument magnifique. Vous n'allez pas tarder à voir ses photos sur mon profil Insta, puisqu'on a fait une session dans la nature. On a fait plein de photos assez magiques. Et Amandine est en train de se former pour œuvrer aussi avec l'âme des fleurs. Et elle va pouvoir créer quelque chose d'unique à partir de son talent, qui est de révéler la beauté et l'essence des hommes et des femmes qu'elle photographie dans la nature, et ajouter, de voir comment les fleurs vont pouvoir prendre leur place dans ce qui est déjà là, son art qui est déjà bien installé, et comment est-ce qu'elle va pouvoir le faire évoluer vers quelque chose d'encore plus subtil. Voilà les exemples que je voulais te donner. Alors ce que je voulais te dire aussi, c'est que la formation Pro Méditant Fleur, il y a des promos régulièrement qui s'ouvrent à peu près tous les 2 mois, des sessions. Donc la prochaine commence mi-septembre. Donc les inscriptions sont en cours. Si ça t'intéresse, que tu sens que tu aurais envie toi aussi d'œuvrer avec l'âme des fleurs et peut-être d'œuvrer avec plus de profondeur justement à développer ton lien avec la nature subtile, si tu sens que tu as envie de créer une méthode qui ressemble qu'à toi, qui part de ton essence et qui est en co-création avec les intelligences de la nature, si eh bien, tu sens que tu as aussi envie de créer un business model résilient, c'est comme ça que je l'appelle, c'est-à-dire une activité pérenne, qui n'est pas fragile, c'est-à-dire pas que des consultations par exemple, mais en diversifiant quelque chose, en ayant des propositions multiples, à la fois en présentiel, en ligne, de l'individuel, du collectif. Moi c'est quelque chose
c'est un des axes de la formation, justement pour créer une proposition thérapeutique solide et résiliente, quel que soit le contexte extérieur actuel. Donc voilà, si tu veux plus de renseignements, tu peux me contacter en message privé pour qu'on en discute, pour qu'on voit ensemble si c'est pour toi, si ça peut correspondre à ton projet. L'idée vraiment, c'est d'accompagner à la fois celles qui sont en reconversion et qui ont envie de s'installer en tant que thérapeute, et celles qui sont déjà thérapeutes et qui ont envie de passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire comme moi quand j'étais psychanalyste, qui œuvrent avec des outils, mais qui ont l'impression de ne pas s'exprimer complètement et de ne pas être complètement dans la fluidité, dans la joie, dans la créativité. Voilà, cette formation est aussi prévue pour ça, pour t'aider à rassembler tous tes outils, à les alchimiser et à créer une méthode qui ressemble qu'à toi. Voilà, donc si ça t'intéresse, tu peux me faire signe en message privé pour qu'on en discute. Ça sera avec grand plaisir. Et je t'expliquerai la démarche pour poser ta candidature. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Et puis, si tu regardes cette vidéo en replay, n'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir dans l'après-coup, ou à m'envoyer des messages privés pour me poser tes questions. Je te souhaite une très très belle journée.